qui va nous présenter la variabilité interannuelle des extrêmes de précipitation sur l'Afrique de l'Ouest. Et donc, je lui laisse la parole. Voilà. Ok, Et donc, je laisse la parole ok, à merci. Moussa. Voilà, merci beaucoup Philippe. Merci aux autres aussi d'être là aussi. Donc on va parler des extrêmes et de leur variabilité Oh, interannuelle de excuse-moi, la Moussa. pluie. Je t'interromps une seconde. Attends, ça a coupé. Je vais juste me déconnecter du VPN. L'enregistrement a coupé. Donc, c'est de mon côté. Bouge pas. Excuse-moi. Hop, hop, une seconde. Non, ça doit arriver. Ok. Donc, on peut reprendre. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc on va parler aujourd'hui des extrêmes des pluies en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sahel et de leur variabilité interannuelle. Voilà, donc l'objectif de cette présentation va être de partager un peu les notions que nous avons sur la caractérisation des événements de pluie extrêmes et aussi leur contribution sur la variabilité interannuelle des pluies et aussi voir le rôle des océans sur les variabilités. Donc, ce sont les trois objectifs spécifiques qu'on va essayer d'atteindre aujourd'hui. Voilà, donc on va commencer par un constat. Donc, vous avez cette photo de la banlieue dakaroise que j'ai pris en fait. C'est un quotidien en fait sénégalais qui l'a pris. Et là, on peut voir ici que c'est une situation qu'on retrouve de plus en plus, en tout cas à Dakar, et j'imagine aussi dans les autres grandes villes de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai essayé de faire en fait, juste regarder ces dernières années, les situations comme ça qu'on a notées. Donc, en commençant par 2019, mais je pouvais descendre encore plus. Mais bon, je me suis dit, ok, c'est pas grave. Donc, on a commencé par 2019. Donc, on avait noté que dans les événements d'IPIS au 17 septembre, il y avait plus de 900 personnes qui ont été affectées avec 4500 déplacés. Et on avait 6 morts. Et parmi ces morts, il y a en fait 4 ont été affectés par les éclairs et les deux par les inondations. Donc ça veut dire que la pluie, c'est pas que par les inondations que ça amène des dégâts, mais à travers aussi les éclairs, on peut aussi avoir beaucoup de dégâts. Et en 2020 aussi, le 5 septembre, on a enregistré 20 mm en moins de 20, 200 mm en moins de 24 heures selon la NACIM dans les sites comme Zowal, Khombol, etc. Et à Dakar, on avait 100 mm et ça aussi avait fait aussi 6 morts, un à Dakar, deux à Kaolack et trois à Sédhiou. En 2022, donc le mois de juillet, le 19 juillet, on a eu 84 mm à moins de 24 heures à Dakar. Et puis le 5 aussi, le 5 août, on a eu 127 mm de pluie en moins de 24 heures à Dakar. Et vous voyez que j'ai pris l'exemple du Sénégal, spécifiquement aussi de Dakar, mais c'est un exercice qu'on peut répéter sur les autres grandes villes de l'Afrique et j'imagine que le constat va être la même chose. Donc on est dans une situation où ces événements-là sont en train d'augmenter et malheureusement avec chaque année on observe aussi les dégâts qui vont avec quoi. Maintenant, ceci rejoint une théorie qui a été développée par Chris Taylor en 2017 dans son papier où il avait montré qu'en fait la fréquence des orages intenses a multiplié, assez triplé sur les 35 dernières années. Je rappelle qu'ici, lui, c'était pas en fait des données de pluie, c'est des données de satellites
Il essaie de repérer les gros systèmes qui sont susceptibles d'être associés à des événements forts de pluie. Et en traçant la courbe de ces systèmes-là, on voit qu'on est sur une tendance. Et cette tendance à la hausse, il l'a associée en partie au réchauffement climatique. Mais nous n'allons pas aujourd'hui parler de cette tendance. On va plutôt se focaliser sur la variabilité interannuelle. Et c'est en réalité, si vous voyez, en fait, il y a la courbe bleue ici, ça augmente. Mais si vous voyez aussi d'une année à l'autre, on a des fluctuations. Ce sont ces fluctuations-là qu'on appelle la variabilité annuelle qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, donc on a un article qui est paru cette année de notre collègue Sidiki Sanogo, qui était au CNRM. Il travaille avec Françoise, Philippe et d'autres collègues de Tropics, de l'équipe Tropics du CNRM. Donc, il avait fait une analyse très intéressante. Donc là, on voit que là, c'est un cycle annuel, en fait, des précipitations ici en violet. Et voilà, donc ça, c'est les millimètres par jour. Là, c'est les mois de l'année. On observe que, par exemple, si nous regardons, par exemple, la fréquence des événements extrêmes de pluie, on voit que ces événements-là, on les observe pendant la phase mature de la mousson, c'est-à-dire que pendant juillet ou septembre. Donc, c'est vraiment la saison pendant laquelle on a ces extrêmes-là. Donc, et c'est cohérent avec les événements que j'ai tracés tout à l'heure sur le Sénégal. Donc, on voit que souvent c'est 19 juillet, 5 août, septembre, etc. Donc, on est vraiment, cette période est vraiment la période des extrêmes de pluie en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Sahel. Donc, ici, après cette petite introduction, je vais présenter le plan de caractérisation des extrêmes de pluie, de variabilité interannuelle en troisième point. Et puis, quatrième point, on va aborder le lien avec la SST, les températures de surface de l'océan. Et puis, cinquième point, on va parler de la prédictabilité saisonnière, bien sûr, de ces extrêmes. Donc, pour la caractérisation des extrêmes, donc, on va commencer par cette définition qualitative des extrêmes que j'ai trouvé quelque part, donc j'ai oublié de mettre la source. Donc, qui définit un événement extrême de pluie comme étant un événement qui peut persister pendant plusieurs semaines ou au contraire qui peut se dérouler sur un temps très court mais avec une intensité très élevée. Donc, vous voyez que c'est une définition un peu complexe, facile peut-être qualitativement, mais du point de vue scientifique, on a besoin d'avoir en fait des définitions. En fait, on a besoin de faire des calculs, etc. Donc, il faudrait qu'on puisse traduire en fait ces définitions de façon mathématique ou statistique et afin de pouvoir, par exemple, étudier ces phénomènes-là. Donc, sur les définitions, en tout cas, qu'on utilise sur le point de vue recherche, il y a certaines qui sont basées sur, par exemple, des valeurs absolues. Donc, là, j'ai donné l'exemple de Pantou et al. 2014, qui définit un événement extrême comme un événement qui a une période de retour inférieure à 2,5 fois par an, avec une intensité supérieure à 40 mm. Donc ça, si vous voulez, c'est une définition basée sur, par exemple, sur les valeurs absolues. Par exemple, on a un C de 40, dès qu'on a plus de 40 mm, on dit que c'est un extrême. L'inconvénient de cette définition, c'est que aussi ça dépend de la zone. Donc, il y a des 40 mm par un extrême tout. Il y a des zones où c'est vraiment un extrême. Donc, c'est une définition qui dépend de zone. Si vous voulez mener une étude sur une zone spécifique, c'est une définition qui peut aller, c'est-à-dire qu'il faudra voir
quel est, par exemple, votre CI, une fois que vous l'avez, et puis vous pouvez l'appliquer, et puis ça marche. Mais si vous voulez faire des études un peu climatologiques sur des domaines un peu larges, par exemple sur l'ensemble du Sahel, etc., ou même sur un pays, par exemple, vous allez vous rendre compte que d'un point de grille à l'autre, donc les valeurs changent. Donc cette définition, ça va être très difficile de l'appliquer. Et après, c'est pourquoi on fait appel à une autre définition qui a été définie par le ETCCD, c'est, je sais pas, c'est une branche du GIEC, etc. C'est des groupes d'experts qui ont donné plusieurs définitions. Donc ça, je prends juste l'événement, en fait, l'exemple d'extrême journalier de pluie. Donc, cette définition est basée sur des calculs statistiques, c'est-à-dire on va le faire sur chaque point de grille. Et sur chaque point de grille, on identifie les jours pluvieux, un jour pluvieux étant considéré comme un jour avec un cumul supérieur à 1 mm. Après, on pense aux jours pluvieux, on calcule par exemple les percentiles. Et puis, si on regarde les percentiles, les événements qui se retrouvent au-delà de 99 percentiles sont considérés comme les événements extrêmes. Donc, ce seuil-là est vraiment le seuil le plus, en fait, extrême. Mais après, bon, dans certains articles, comme dans cette présentation, parfois aussi les gens descendent jusqu'à 95 et on utilise le terme extrême, même si c'est pas forcément un extrême pour les événements qui sont au-delà de ces seuils-là. Donc, l'avantage de cet outil, c'est que si on veut faire des études sur une zone un peu large, on peut l'utiliser et ça marche facilement. Maintenant, je reviens sur les travaux de Sidiki qui permettent, qui aident les autres collègues. Donc, il a regardé pas mal d'observations satellites. Après, il a regardé un peu comment ces observations satellites voient en fait comment se calcule cet outil que j'étais en train de présenter tout à l'heure, les percentiles, etc., pour déterminer les extrêmes, comment en fait c'est vu dans les observations satellites en comparaison avec des données de plus in situ mesurées sur le Burkina, je crois. Donc, il y a Philippe qui est là, qui connaît mieux cette étude, donc peut-être il va revenir sur la zone s'il y a des questions sur ça. Mais ce qu'il faut retenir ici, on a la référence qui est là, c'est l'axe horizontal, et là on a comment dire, les observations satellites. Donc, ici, si vous avez par exemple des mesures ou des points qui sont proches de cette ligne, ça veut dire que c'est des produits qui sont très proches de la référence des observations in situ. Maintenant, si vous avez des valeurs qui s'écartent un peu, ça veut dire que c'est des valeurs, c'est des satellites qui donnent des valeurs très éloignées. Ça peut être très faible ou ça peut être aussi très comparé aux observations. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que si on est avec des densités faibles, donc il y a moins d'incertitude entre les produits, et aussi les satellites sont aussi très proches de la réalité. Mais plus on va sur les événements, par exemple, rares et extrêmes, donc plus la dispersion entre les produits satellites devient importante. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que d'un satellite à l'autre, vous pouvez peut-être voir l'événement extrême, mais l'intensité de l'événement, ça change d'un produit à l'autre. Donc il a fait un zoom ici en considérant que, par exemple, les extrêmes, c'est-à-dire les événements qui sont au-delà de 99 percentiles, et on voit cette dispersion entre les satellites. Donc il y a des satellites qui arrivent à reproduire plus ou moins l'affaire. Après, il y a d'autres qui surestiment et d'autres qui sous-estiment. Donc, ça veut dire quoi? C'est important si on s'intéresse à ces événements extrêmes-là et qu'on veut, par exemple, faire des études en s'appuyant sur ces produits-là, il faudra bien choisir, en fait, les produits qu'il faut utiliser.
Sinon, on peut capter peut-être l'événement en se basant sur les percentiles, mais l'intensité, on peut passer à côté de l'intensité. Donc, c'est le même message qui est là. Donc, ça signifie qu'on peut se réduire. Vous voyez qu'il y a des produits, par exemple, qui, par exemple, associent des intensités de 40 mm par jour aux extrêmes, alors que, par exemple, au niveau des OPS, on est vers les, pardon, vers les 20, là, je peux dire 27, 30 mm de pluie. Okay? Alors qu'il y a d'autres, même s'ils ont 10 mm, ils considèrent que c'est un extrême. Bon, ils voient les extrêmes, mais l'intensité associée, donc ils voient que 10 mm. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des produits satellites qui sous-estiment ces événements-là. Ok. Alors, une fois qu'on a compris en fait ces outils statistiques qu'on utilise, c'est-à-dire le calcul des percentiles, des extrêmes, la possibilité qu'il y a entre les etc. Donc, je vous invite à voir. On s'est basé sur ces calculs. Donc, ici, on retrouve des choses qu'on connaît déjà. Donc, on sait que la pluie, il y a ce qu'on appelle un gradient sud-nord de la pluie. Et on retrouve la même chose avec les extrêmes aussi. Donc, plus au sud, on a plus d'extrêmes, ou bien la quantité de pluie associée aux extrêmes est plus élevée au fur et à mesure qu'on avance vers le nord. Cette quantité diminue. Donc, c'est quelque chose de classique, la description de la pluie. Donc, on le retrouve aussi avec les extrêmes. Sur maintenant la variabilité interannuelle, on va commencer par cette carte de Sanogo et al. 2022, pardon, qui nous montre que on a bien sûr ce gradient-là, on l'observe aussi sur la variance, mais c'est pas aussi homogène de façon zonale. Donc on retrouve les zones, les zones montagneuses, hein, donc il y a les experts de cette zone qui sont là, après ils vont peut-être rectifier. Donc les zones montagneuses, c'est des zones où la fluctuation interannuelle, la variabilité est plus élevée. Donc ça aussi c'est important. Mais à côté de ça, on peut voir qu'on retrouve quand même un peu, si on prend par longitude, on peut retrouver plus ou moins le fait que plus on avance vers le nord, plus cette variabilité-là diminue. Voilà, maintenant, ça c'est la figure d'introduction sur la variabilité interannuelle. Maintenant, je vais passer à cette figure de Diakhaté et al. 2019. Donc, c'est une figure en fait qui est très importante parce qu'ici, on s'est basé toujours sur ces calculs de percentiles. C'est sur le Sahel, l'ensemble des points degrés du Sahel, et puis on fait la moyenne. C'est une décomposition en fait de la pluie qu'on a fait. Donc, on a en fait le total qui est en noir ici. C'est basé sur les observations satellitaires que j'ai oublié de noter qui faisaient partie des satellites qui avaient plus de performance, qui avaient de bonnes performances comparées aux observations in situ dans le cadre de l'étude qui a été faite par CDI. Donc ça veut dire que c'est pas mal comme produit pour en tout cas étudier les extrêmes. Donc la courbe noire ici, on a le total. On a enlevé la tendance. Donc la tendance, c'est-à-dire que j'ai montré sur la figure de Christ, on l'a enlevé. Donc là, on n'est que sur la variabilité interannuelle. Après, ici, en rouge, on a les événements qui sont inférieurs à 50%. On les a considérés comme les plus faibles. Moins de 75, on a considéré que c'était les plus modérés. Plus de 75, maintenant, on considère que c'est les plus forts.
plus de 95, on l'a appelé extrême, même si rigoureusement extrême, il faut aller jusqu'à 99, là, je suis d'accord. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que si on compare les événements qui sont de la 95, 75 et 29 percentile, ces deux courbes, c'est-à-dire les courbes bleues sont corrélées. Donc, il y a une forte corrélation entre ces courbes. Les courbes aussi vert et rouge sont plus ou moins corrélées. Et que entre ces deux blocs, parfois on voit, plusieurs fois en tout cas, il y a plusieurs années où, par exemple, ces deux pics, c'est-à-dire les événements forts sont anticorrélés avec aux événements faibles. Et par exemple, ici, c'est le cas, cette période-là. Ici aussi, on l'a. Là aussi, vous pouvez le voir. On peut le noter ici aussi, en 90. Même chose, etc. Donc ça a attiré notre attention. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, les événements forts sont plus découplés aux événements faibles. Et ça fait qu'on a voulu savoir, par exemple, quelles sont les variabilités, quels sont en fait les patterns de SST associés à ce type d'événement. Et donc, sur la diapositive précédente, si on fait la corrélation maintenant entre, par exemple, ça c'est par exemple les événements forts et les événements extrêmes. On peut voir par exemple ici une corrélation de 0,89. Et si on considère les événements modérés, c'est inférieur à 75, faible, c'est inférieur à 50 percentiles. Donc là aussi, on voit que c'est corrélé. Et maintenant, si on regarde les deux blocs, on arrive parfois à des corrélations négatives. C'est-à-dire que c'est comme si les événements forts ou les événements extrêmes sont anticorrélés avec les événements faibles. Maintenant, en regardant leur contribution sur le total, donc ça aussi c'est un tableau de corrélation. Et ça c'est, vous avez la corrélation ici, pardon. Là c'est l'écart type associé. Et là c'est la contribution en pourcentage. Donc ici la première ligne c'est le total. Ici c'est les événements faibles, modérés, forts, etc. Okay. Donc ce qui est aussi important à noter, c'est que en termes de variabilité, c'est ce terme-là qui nous intéresse aujourd'hui, les événements extrêmes sont plus corrélés au cumul total que les événements faibles. Donc ici, les événements extrêmes et le total, on retrouve une corrélation de, si on considère les événements modérés, le total, la corrélation reste significative, je crois que c'est pourquoi je l'ai mis en gras, mais elle est beaucoup plus faible. Si on considère que les événements très faibles, la corrélation devient négative. Okay. Donc, ça, c'est important à noter. Et maintenant, ça veut dire que, pourquoi je dis que c'est important? Ça veut dire que l'ensemble des bassins ou l'ensemble des, comment dirais-je, des zones potentielles sur lesquelles on s'appuie pour prévoir la pluie totale peuvent aussi être des zones importantes pour prévoir aussi les extrêmes. Parce que en termes de corrélation, ils sont le total est corrélé avec la variabilité des extrêmes. Donc voilà, donc il faut s'attendre à ça. Maintenant sur la contribution, en termes de contribution, là on voit que les extrêmes contribuent qu'à 16% dans le cumul total. Donc ça veut dire quoi? Les événements qu'on a appelés modérés, même si dans la variabilité, ces événements-là ne sont pas très corrélés avec le total, mais en termes de contribution, c'est des événements qui peuvent
contribuer. En fait, il ne faut pas les négliger, en tout cas dans le total. Et donc, c'est la conclusion qu'on a. La pluie, par exemple, que les extrêmes, en termes de variabilité, que les extrêmes sont très corrélés à la pluie. Et on va essayer maintenant de voir en termes de SST, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc, pour la SST, j'ai voulu commencer. Pourquoi en fait on s'est précipité sur les extrêmes. C'est une figure tirée de Giannini et al. 2003. C'est un article qui est très célèbre. Ici, il y a des comparaisons modèle-observation, mais c'est pas ça qui nous intéresse. On va juste focaliser sur l'information d'ordre zéro. Donc, c'est des analyses ROEF, des analyses en composantes principales qu'elle a appliquées sur la pluie dans cette boîte de l'Afrique. Et quantifier ces analyses-là, parce que ces analyses, c'est que ça permet d'analyser la variance de la pluie pour chaque point de grille, mais aussi comment aussi pour un point de grille donné, comment par exemple la pluie varie par rapport par exemple à un autre point de grille qui est à côté. Donc c'est une covariabilité spatio-temporelle. Donc c'est vraiment un outil très puissant pour dans ce domaine-là. Donc quand il a appliqué ces analyses de composantes principales sur cette zone, il s'est aperçu que il y avait ces deux premiers modes. Un des modes est plutôt il y a la pluie dans la zone guinéenne et celle-là la pluie dans la zone sahélienne. Donc ça c'était intéressant, ça veut dire qu'on peut, avec ces analyses, on peut séparer ces deux modes de pluie. Et maintenant, elle a regardé par exemple la variation temporelle associée à ces pluies. Donc voici la distribution. Donc on peut voir que ça c'est vraiment ce qu'on connaît de façon classique au Sahel. Donc on a par exemple la pluie. Donc il faut toujours regarder les signes, c'est vrai ici, il est là, mais comme c'est positif, donc on va regarder uniquement là parce que ça ne va pas changer grand-chose. Que la pluie était excédentaire dans cette première partie et à partir des années 70, on est basculé, on est entré dans ce qu'on appelle la grande sécheresse du Sahel. Donc c'est vraiment quelque chose qui, en fait, on retrouve en fait des choses qu'on connaît, donc on fait plus confiance à cette analyse-là. Parce que aussi, il faut noter que les analyses ROEF, il y a aussi ça permet de faire beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de contraintes mathématiques derrière qui font que parfois, les résultats qu'on a, ça peut ne pas être très physique. Donc, mais ici, comme on retrouve des sources classiques qu'on connaît, donc on peut faire confiance. Maintenant, elle a regardé ici, dans cette dernière partie-là, quels sont les modes de température de surface. En fait, quelles sont les zones, en termes de température de surface, quelles sont les zones potentielles qui sont associées aux variabilités qu'on a observées ici. Sur la zone guinéenne, il a vu que il faut la variabilité associée à une forte, par exemple, fluctuation des températures dans la zone guinéenne. Donc, ça veut dire que c'est une zone très importante pour la variabilité de la pluie dans la zone guinéenne. Alors, si on prend le Sahel, on a plusieurs très qui sont susceptibles de jouer un rôle. Les températures sur le continent peuvent affecter la variabilité, mais il y a aussi le Pacifique équatorial, donc la zone de ENSO, il y a aussi le Pacifique, l'océan Indien aussi qui peut jouer un rôle. Donc la conclusion ici, c'était de noter que, par exemple, surtout pour le Sahel,
que la variabilité résulte de la réponse de la mousson d'été aux forçats océaniques qui est amplifiée par l'interaction Terre-atmosphère. C'était la conclusion. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, que la température de surface, c'est quelque chose de très important pour comprendre la variabilité, surtout interannuelle, de la pluie en Afrique de l'Ouest, et particulièrement au Sahel. Et je peux, par exemple, vous inviter, par exemple, à aller voir ce parc de Belen Rodriguez Fonseca. Donc, c'est en revue, il a ramassé, en fait, l'ensemble des papiers qui ont été faits avant sur les liens entre la SST et, par exemple, la pluie en Afrique de l'Ouest. Il y avait, côté CNRM, je crois, il y avait Aurore Voldoir qui était dans ce papier-là. Donc, c'est un bon papier qui a vraiment synthétisé l'ensemble, en fait, les études les plus remarquables dans ce sujet-là. Donc, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir ce papier. Pardon. Maintenant, on a compris pour la pluie totale. Il faut aller voir maintenant pour les extrêmes. Donc, on a repris les mêmes analyses. Donc, ici, ce qu'on a fait, je reviens sur le papier de 2019, les ailes temporelles que j'ai présentées tout à l'heure. Après, ici, c'est des moyennes sur la zone du Sahel que j'ai mis ici, qu'on a mis ici en box. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est des cartes en fait, c'est des cartes de régression. Donc, chaque point de grille, on a pris la température de surface sur chaque point de grille. On a fait la régression avec la série temporelle qui est là. Ça nous permet de voir comment, par exemple, les anomalies de température de surface pour chaque point de grille varient en fonction de la SST. Donc, c'est souvent associé à un refroidissement ici dans cette zone. On a vu aussi que c'est associé à un réchauffement dans la Méditerranée. Donc, tout à l'heure, il y a une petite discussion entre Philippe et Philippe sur la situation actuelle et qu'il y avait l'hypothèse de la Méditerranée très chaude. Donc, c'est quelque chose aussi qui a été montré que quand la Méditerranée est très chaude, ça peut, par exemple, favoriser des situations humides sur le Sahel. Après, il y a cette petite signature de la NOAA, de la NAO qu'on n'a pas bien documenté dans le papier. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas, elle est là, donc c'est à voir. Après, ça c'est le total. Maintenant, si on prend la décomposition, donc les événements modérés, ici, on perd par exemple les anomalies froides qu'on avait ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas en fait ces anomalies-là, ce refroidissement-là qui augmente par exemple les pluies faibles, les pluies modérées dans cette zone. Les pluies modérées semblent être associées à un réchauffement de la Méditerranée et de l'Atlantique Nord. Maintenant, si on regarde maintenant les événements forts ou extrêmes, donc je pouvais juste montrer un panneau. Ici, on voit par exemple un panel par exemple, entre les deux. On voit qu'ici, là, on retrouve par exemple ce refroidissement dans la zone équatoriale. Et il y a aussi le réchauffement dans la zone méditerranéenne qui reste. Donc finalement, la zone méditerranéenne est là pour elle est importante pour toute la distribution de la pluie, en fait, on peut dire ça. Mais si, par exemple, on passe des modérés à extrêmes, donc finalement, c'est la zone d'Atlantique Nord et, par exemple, le Pacifique qui prennent le relais. Donc, la conclusion a été que la variabilité interannuelle des extrêmes de pluie au Sahel associée à une forte fluctuation des températures de surface dans le Pacifique équatorial et dans la zone méditerranéenne.
Donc là, j'insiste sur les extrêmes parce que ça nous intéresse, mais bon, en même temps, j'ai décrit ce qu'on avait sur les événements les plus modérés. Maintenant, pour comprendre comment, par exemple, ces deux zones-là, la Méditerranée et le Pacifique, euh, euh, forcent la variabilité, on a fait, en fait, on a regardé les paramètres dynamiques pour comprendre un peu le mécanisme. Ici, on a fait en fait une régression. Cette fois-ci, c'est inversé. En fait, on prend les anomalies des paramètres dynamiques. Ici, en couleur, on a, je crois, l'humidité à 850 ou oui, c'est 850, unité spécifique. Et en vecteur, on a les anomalies de vent à 850. En contour, j'ai oublié de le noter, c'est la pression de surface. Donc, ces champs-là sont projetés, c'est-à-dire qu'on fait la régression de ces champs-là sur par exemple, l'indice de température au niveau de la Méditerranée. Après, ici, on avait une grande surprise parce que au départ, on pensait que les températures chaudes au niveau de la Méditerranée allaient susciter, par exemple, un flux de vent nord qui va peut-être quitter la Méditerranée et, par exemple, alimenter la zone et la humidité. Mais on s'est rendu compte que c'est pas ça, en fait, c'est pas ce mécanisme-là. Donc, on a pu observer que ce qui se passe, c'est que si vous avez la Méditerranée, par exemple, qui est très chaude, cette situation sera associée à des anomalies négatives de pression. Et après, il se crée ici un gradient de pression de surface. Et ce gradient-là, il va, par exemple, forcer, par exemple, les vents de basse couche qui vont pénétrer, par exemple, dans la zone d'Israël et vont apporter de l'humidité. Donc finalement, en tout cas, c'est ce mécanisme-là qu'on a noté. On peut continuer la discussion sur ça pour ce qui est de la Méditerranée. Maintenant, pour ce qui est, par exemple, du Pacifique, ici, on a changé, parce que ça, c'est les versions finales dans les papiers, mais on a fait pas mal d'analyses pour arriver à ces figures-là. Ici, en couleur, ce qui est représenté, c'est la différence entre la divergence à 200 hectopascales et la divergence à 850 hectopascales. Donc, si cette divergence-là est positive, c'est-à-dire on est dans une situation où il y a une forte convection. Si cette divergence-là est négative, on considère que c'est une situation de suffisance, voilà, donc de stabilité. Ici, ça qui est présenté les vecteurs, ce sont voilà, les vents ou le flux d'humidité, j'ai pris à 850. Si ce n'est pas le vent, c'est le flux d'humidité à 850. Donc, après ici, on a multiplié par moins 1 l'indice d'une union 3.4 pour avoir une situation de la ligne en fait. Mais c'est la même chose. Si on ne multiplie pas, on va se focaliser sur la sécheresse. Si on multiplie, on se focalise plutôt sur la situation humide. Donc, on voit qu'ici, quand il y a, par exemple, ce phénomène ENSO, on a, par exemple, dans cette zone, une situation très convective ici. Et après, cette situation convective aussi est associée, par exemple, à un flux, par exemple, d'humidité. Je vais peut-être recommencer, en fait, qu'est-ce qu'on a, on croit que, par exemple, ici, ENSO, situation très convective, donc, vous voyez ici, quand on a une convection, et on a une divergence dans les hautes couches, cette convergence dans les basses couches aspire un peu, par exemple, le flux de basse couche vers cette zone. Et donc, ce flux-là va transporter l'humidité. Et puis, voilà. Donc, on a une instabilité avec une situation où aussi on a suffisamment d'humidité. Donc, ça fait que c'est des conditions qui sont favorables à des extrêmes de pluie. Alors, on continue toujours sur ça. Donc, comment, par exemple,
le Sahel. Donc ici, on a considéré aussi une situation de la Niña. Donc on prend notre indice ENSO, on le multiplie par -1 pour se retrouver à une situation négative. Donc on pense que s'il y a un événement ENSO, voici la zone du Pacifique. Donc s'il y a un événement La Niña, comme cette année, donc l'atmosphère, les températures très froides, les anomalies très froides de température vont refroidir l'air. Et cet air, par exemple, qui est refroidi, par exemple, toute la colonne va être refroidie. Et puis, avec la circulation de Worker à travers les ondes, ces anomalies froides vont être transportées dans les hautes altitudes et vers, par exemple, le Sahel et vers d'autres zones aussi, vers le Sahel. Et maintenant, on va se retrouver sur le Sahel avec une situation où on a, dans les hautes couches, on a de l'air, on introduit en fait de l'air un peu plus froid, alors que dans les basses couches, on a de l'air beaucoup plus chaud. Et du coup, on est dans une situation d'instabilité parce que l'air chaud va avoir tendance à monter un peu vers le haut. Donc ça, c'est l'hypothèse qu'on a mis. Maintenant, vous allez me dire que pourquoi maintenant vous avez cette anomalie d'air froid aussi au niveau du Sahel, parce que ça, c'est la zone du Sahel. Bon, je crois que ça, on ne pouvait pas l'éliminer parce que je crois que ça, c'est juste dû au fait que quand vous avez une forte pluie, ça refroidit aussi localement la zone. C'est cette anomalie-là qu'on voit. Mais malheureusement, avec les analyses statistiques que nous avons, on ne pouvait pas enlever en fait cette partie-là. Mais on pense que ENSO, par exemple, si on est dans une situation La Niña, on refroidit la colonne atmosphérique sur le Pacifique et puis à travers les circulations régionales comme les circulations de Walker ou d'autres types d'ondes. Donc cette anomalie froide va être transportée dans les atmosphères, dans les hautes atmosphères, par exemple, comme dans le Sénégal. Et après, on se retrouve dans une situation d'instabilité parce qu'on a de l'air froid en haut et en bas de l'air chaud. Et puis du coup, ça crée l'instabilité. Donc, pour confirmer cette théorie, on a regardé le bilan de l'énergie statique. Donc, ce bilan-là, ici, ce sont ces profils-là qu'on a tracés sur le Sahel. Donc ça, c'est les extrêmes, ça c'est les événements forts, mais bon, c'est les événements, ces deux types d'événements sont corrélés, on l'a montré tout à l'heure. Donc, comment on interprète ces analyses, ces paramètres-là? Le mot statique énergie, quand ça diminue avec l'altitude, c'est une situation d'instabilité. Donc ça veut dire quoi? Que ces événements-là sont associés à des atmosphères très instables. Maintenant, on peut décomposer ce total-là à une contribution due à la température, une contribution due à l'humidité et due au potentiel. Donc le potentiel ne contribue pas trop, donc on l'oublie. Donc finalement, c'est un tiraillement entre le sensible et le flux latent. Donc si on regarde par exemple bien les événements, on voit que l'instabilité, c'est-à-dire la décroissance du profil qu'on avait noté, c'est plus associé par exemple au flux latent qu'au flux sensible. Oui, c'est le latent qui domine. Non, pardon, c'est le contraire en fait. En fait, c'est le produit en fait qu'on a ici, le profil est plus dominé dans les basses couches, dans les hautes couches par le flux sensible. Et dans les basses couches, ici, le profil que nous avons est dominé par le flux latent. C'est-à-dire que si on est dans les basses couches, c'est parce que dans les basses couches, on a un flux d'humidité dans les basses couches à 805 que j'ai montré. C'est peut-être ça qui s'est traduit ici. Mais dans les hautes couches, l'hypothèse que j'ai formulée tout à l'heure
sur, par exemple, la modification de la température dans les hautes couches à travers, par exemple, les téléconnexions avec ENSO. C'est ça, en fait, qui est l'élément clé qui domine l'instabilité dans ces couches-là. Voilà, si je suis très et ça devant des météos comme en fait devant en fait une audience purement météo. Donc du coup, j'ai voulu l'ajouter parce que j'imagine que ça peut vous intéresser et que je peux aussi recevoir des contributions de votre part sur ces hypothèses formulées. Donc en gros, c'est ça qu'on a noté côté mécanisme. Maintenant, on va attaquer, je ne sais pas si je suis dans les temps, donc on va attaquer la prédictabilité. Là, on a fait pas mal de choses aussi. Donc, en regardant la prédictabilité, on a utilisé un modèle statistique qu'on appelle souvent, c'est de la régression, mais ce qu'on fait, c'est que au lieu de diviser notre série temporelle en deux, faire notre calibrage et faire la prédiction sur l'autre, on l'a pas fait parce qu'on avait supposé que la longueur de notre série temporelle était très petite. On avait que 30 et quelques années. Donc, si on divise, on peut passer à côté de la variabilité interannuelle. Donc, ça peut ne pas être statistiquement, en fait, robuste. Donc, finalement, on a pris cette technique, cette méthode-là, on appelle stepwise regression. C'est une méthode où, par exemple, on considère l'ensemble des années sauf l'année à prévoir et on le répète pour chaque année. Et si on le fait pour les événements extrêmes, on se rend compte que, comme on l'avait vu avec les SST, avec les cartes, qu'il y a uniquement MSI, c'est la Méditerranée, et là c'est c'est l'Atlantique tropical nord, et ça c'est la zone ENSO. Donc il n'y a que la Méditerranée et la zone ENSO qui augmentent en fait les performances de ce modèle-là. Et l'Atlantique tropical avait tendance à diminuer les performances de ce modèle. Donc voici un peu maintenant si on se base uniquement sur le Pacifique et l'Atlantique et la Méditerranée. Donc comment on peut reproduire en fait le modèle, en fait ça c'est l'observation, ça c'est le modèle. On a essayé de reproduire par exemple la série initiale en se basant que sur par exemple une régression avec des entrées comme la SST au niveau de la zone méditerranéenne et la SST sur le Pacifique. Après, on fait la corrélation, on voit que quand même, on se retrouve avec une corrélation de à peu près 0,5, ce qui n'est pas mal. Maintenant, une fois qu'on sait qu'avec ces deux produits-là, on peut retrouver quelque chose je ne peux pas dire similaire, mais quelque chose qui n'est pas très loin de réalité, on peut maintenant s'amuser à faire des régressions, de la prédictabilité en déplaçant par exemple les lacs, en se déplaçant 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. à l'avance. Donc c'est ça qu'on a fait ici. Donc ici c'est la situation, ça c'est bon, pardon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ici, pour la prédictabilité, on s'est basé que sur, par exemple, les événements qu'on observe au mois d'août. Okay? Donc là, on est au mois d'août. Donc là, c'est les SST du mois d'août contre les événements extrêmes du mois d'août. Donc ça, c'est les SST du mois de juillet contre la pluie au mois d'août. Ici, c'est le mois de juin contre la pluie, toujours au mois d'août. La pluie ne bouge pas, en fait. Les événements extrêmes, toujours on est en train de en décalant au niveau.
si on se base uniquement sur les SST du Pacifique, c'est ça qu'on a ici en gris. Et si on se base uniquement sur les SST, par exemple, de la Méditerranée, c'est ça qu'on a ici en blanc. Maintenant, et ça c'est le modèle, c'est-à-dire que si on réunit la SST du Pacifique et de la Méditerranée. Donc on voit ici que si on regarde, par exemple, on essaie de prédire uniquement, on essaie de prédire les extrêmes en se basant, par exemple, sur les modèles, c'est sur les deux couplets, on a plus de performance. C'est-à-dire que si on couple les deux, par exemple, si on regarde la situation en août, si on couple les deux, on arrive plus à prévoir les extrêmes. Si on prend aussi les températures de surface du mois de juillet, si on couple les deux, on a plus les performances sont meilleures. Maintenant, si on regarde par exemple les températures du mois, par exemple, si on se base sur les températures du mois de juin, pour prévoir les extrêmes du mois d'août, si on couple les deux, la performance diminue. Si on par rapport par rapport à ENSO, c'est-à-dire si on regarde uniquement ENSO, ou par exemple les températures dans le Pacifique, on arrive à plus prévoir que si on couple les deux. Ça veut dire que la zone méditerranéenne, par exemple, si on se déplace, la prédictabilité n'est pas quelque chose de persistant. C'est-à-dire que après le mois de juillet, s'appuyer sur la Méditerranée pour prévoir, c'est pas très conseillé. Okay? Mais par contre, pour le Pacifique, on peut regarder, par exemple, le Pacifique, c'est une zone qui peut être un indicateur jusqu'à 4 mois à l'avance. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le Pacifique, par exemple, 4 mois à l'avance peut être significatif. Mais pour la zone méditerranéenne, il faut vraiment être 1 mois à l'avance pour pouvoir, par exemple, s'appuyer sur cette zone-là. Après, les hypothèses, nous pensons que, par exemple, la Méditerranée, c'est une zone où la variabilité est très forte en été, mais c'est pas très profond. Et du coup, il n'y a pas une inertie très élevée comparée, par exemple, à la zone du Pacifique. Donc là aussi, ça peut être l'objet de discussion. Mais de toute façon, la prédictabilité devient beaucoup plus persistante avec le Pacifique que la Méditerranée. Mais si on est à 1 mois à l'avance, si on veut faire des études à 1 mois à l'avance, bon là, on peut, si on considère la zone méditerranéenne, on augmente les performances de la prédictabilité, de la prédiction de ces événements. Voilà. Alors, maintenant, dans un autre papier, on a regardé, parce que là, ces cours que je montre là, c'est une situation moyenne sur la zone. Dans un autre papier, on a voulu savoir qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que si on regarde la distribution spatiale, est-ce que ce qu'on observe, c'est une situation qu'on peut appliquer à l'ensemble des points de grille sur le Sahel, etc. Donc, en regardant ça, donc ça, c'est toujours les précipitations associées aux plus extrêmes, aux événements extrêmes du mois d'août qu'on a repris ici. Et là, c'est Méditerranée. Et là, c'est, par exemple, c'est la ligne 3.4. C'est la ligne 3.4. Donc, si on regarde ici, on voit qu'en s'appuyant sur la Méditerranée, là, on est au lac de Zéro, c'est-à-dire ici, c'est les SST du mois d'août qu'on a utilisé. Donc, on arrive à voir, par exemple, des performances significatives sur l'ensemble de la zone avec la Méditerranée qu'avec le Pacifique. Mais par contre, si on décale dans le temps, donc là, on perd la prédictabilité très rapidement avec la Méditerranée, alors que sur le Pacifique, vous voyez ici,
Jusque-là, par exemple, jusqu'au mois de mai, on arrive à avoir quelque chose. Mais ce qu'on prévoit sur le Pacifique, en s'appuyant sur le Pacifique, c'est pas vraiment en fait très homogène sur l'ensemble du Sahel. Ça aussi, c'est une information importante à noter. Euh, et ça nous a aussi donné raison qu'il fallait regarder la distribution spatiale au lieu de s'arrêter juste sur des moyennes, sur des pôles. Donc, peut-être qu'on peut revenir sur ça. Après, on a fait aussi quelques cas d'études dans ce qu'on appelle les HINCAS. Donc, c'est un modèle statistique qu'on avait utilisé, qui s'appelle SFOCAS. Donc, on a essayé de voir les cas de 94 et le cas de 97. Ici, c'est la situation observée et ça, c'est ce que le modèle donne en s'appuyant sur, par exemple, la SST dans le Pacifique. Okay. Donc, là, on voit ce que je disais tout à l'heure. En fait, en s'appuyant sur le Pacifique, on n'arrive pas à voir la distribution spatiale correctement, mais bon, on capte au moins par exemple les signes. Et c'est plutôt en fait ce qui se passe dans la partie sud d'Israël qu'on capte mieux avec Enso que dans la partie nord. Voilà, donc c'est ça qu'on a vu ici. Alors, ça c'est, j'ai presque fini, hein. Donc ça c'est la situation de cette année. Donc c'est une figure que j'ai prise du site de la NOAA. Qui confirme un peu en fait ce que nous avons raconté en fait dans ces papiers-là. Cette année, par exemple, on a une situation de la Niña, donc qui a commencé depuis septembre 2021, une situation très persistante de la Niña, et voilà, on savait que ça allait, par exemple, être une année très pluvieuse au Sahel, la saison, par exemple, de cette année-là, et que, par exemple, on pouvait avoir beaucoup plus d'événements extrêmes. Voilà, donc c'est fini, donc merci beaucoup. Merci Moussa. Merci. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions pour Moussa, pour les différents points qu'il vient de montrer? J'en tiens rien du tout. On a des questions de nos collègues d'Afrique de l'Ouest ou centrale, équatoriale. Donc, beaucoup de choses en tout cas montrées par Moussa, à la fois sur l'aspect mécanisme et prédictabilité. Pas de questions? Puisqu'il n'y a pas de questions, moi j'en ai quelques-unes, hein. Déjà une précision, ton étude, Moussa, elle est faite sur quelle période? Ok. C'est 1981-2016. D'accord, ok. Oui, parce que ce qui m'a surpris, c'est que le mode, la langue d'eau froide n'intervienne pas du tout. Si je comprends, elle intervient surtout près de la côte, hein, mais elle semble pas intervenir sur le Sahel. Ça, j'étais un peu étonné. Mais par contre, il y a un mode hémisphérique entre l'hémisphère nord et sud qui est décennal, hein, je crois, même au-delà. Je me souviens plus son nom, hein, la mémoire, je la perds, qui oscille à une période de quelques dizaines d'années et qui, d'après des études, dont Giannini, entre autres, montrait que ça avait quand même beaucoup d'influence, mais peut-être pas sur les extrêmes, hein, c'est ça que je veux dire. Mais bon, j'étais un peu
étonné là-dessus. Et une question aussi par rapport à l'océan Indien, quand même, aussi. Entre autres, le binôme, le bipôle sur l'océan Indien aussi. Tout, tout ça ne semble pas intervenir pour les extrêmes. Oui, c'est une très bonne remarque parce que même nous, ça nous avait un peu surpris au départ. Après, ce que vous avez dit, c'est vrai, ça dit que parfois on est on regarde la variété interannuelle, mais les données que nous avions commencé en 81 et, et si on est dans une phase positive de Amos, c'est la phase, le mode interhémisphérique dont vous parlez tout à l'heure, la phase Amos Oui, c'est ça. positive. Merci. Donc, c'est des périodes où, par exemple, on fait plus d'événements humides et comparé à la phase négative de Amos comme ça a été le cas pendant les années 70. Donc, du coup, on répond vraiment à cette question, est-ce que c'est un peu sensible à Amos ou pas? Il faut toujours regarder des séries temporelles journalières très longues, c'est-à-dire que qui, par exemple, traversent différentes phases d'amont pour pouvoir vraiment répondre à cette question. Mais malheureusement, on était contraint du fait que à notre disposition, il n'y avait que ces données, en fait, satellites journalières que nous avions. D'accord. Parce que pour faire aussi ces analyses de ces KSM, il faut que les données soient journalières. Donc ça, c'est ça. Mais c'est une question qui est là, on ne sait pas répondre tant qu'on n'a pas fait des études de ce genre. Maintenant, pour le Pacifique aussi et l'océan Indien, euh, on a décidé de ne regarder que dans la variabilité indienne. Beaucoup de gens ils prennent la variabilité d'une année à l'autre, mais parfois ils n'enlèvent pas en fait la tendance ou les autres modes de variabilité qui ne sont pas carrément de l'interannuel. Et si on fait ça, parfois on peut voir plusieurs zones. Je ne l'ai pas expliqué, mais si on regarde la figure de Jenny, par exemple, si mon écran continue d'être partagé, c'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Voilà, donc si vous voyez ici, euh, voici la série temporelle qu'il a utilisée pour faire la régression avec les températures de surface. Donc ici, il y a des fluctuations d'une année à l'autre, qui est l'interannuel, mais aussi il y a ce qu'on appelle la fluctuation basse fréquence ici, qui est multidécennale. Tout ça était un peu dedans, donc du coup, on ne peut pas dire exactement que tous les patterns qui sont là sont associés uniquement à l'interannuel, parce que voilà, elle n'avait pas appliqué de filtre, à ce que je sache. Dans le cadre de nos études, nous, on a enlevé en fait au-delà de 8, c'est-à-dire on a appliqué un filtre avec une fréquence de coupure de 8 ans, 1 sur 8, quoi. Tout ce qui est de là de 8 ans, on l'a enlevé pour se focaliser uniquement sur l'interannuel. Donc, pour les tendances de hausse, donc c'est aligné. Donc, on pense qu'en faisant ça, on se focalise exactement sur la variabilité interannuelle. Mais je ne sais pas aussi si notre période a été sensible aussi ou pas, parce que tout ça, il faut le voir aussi. Peut-être qu'en changeant de période, on peut aussi voir d'autres bassins qui interviennent. Donc, du coup, voilà, c'est des bonnes questions. On ne peut pas dire de façon affirmative qu'il n'y a que ces bassins-là qui jouent, parce qu'aussi, il n'y a pas de données pour, par exemple, confirmer ça. merci pour ces éléments de réponse. J'avais un autre commentaire par rapport
la Méditerranée. La Méditerranée, il y a un débat qui est assez vieux, c'est que comme tu as dit Moussa, l'inertie de la Méditerranée est très faible. Elle change de temps, sa variabilité est très forte. Et une question qui était un débat scientifique qui n'est pas forcément tranché, c'est le, le, qu'est-ce que, comme la Méditerranée répond très très vite au vent de surface, hein, la question c'est de savoir est-ce que la température de la Méditerranée c'est le reflet de la dynamique ou le contraire. Hein. Donc là, en termes d'explication, c'est quand même assez compliqué et pour moi, c'est pas complètement clair. Mais c'est sûr que l'exemple de cette année avec une SST Méditerranée qui est très très forte, hein, et en plus, il y a un changement climatique. Hein, j'avais fait passer sur Misva une information aussi sur des articles qui montraient cette tendance de la Méditerranée qui se réchauffe énormément. Donc ça peut avoir des implications par rapport au changement climatique. Hein. Donc j'avais ce commentaire par rapport à la Méditerranée. Qu'est-ce qui est l'action et la réaction, hein, la cause et l'effet. Hein. Voilà. Ben, c'est une bonne question, hein. Donc, c'est un truc peut-être à noter, mais voilà. C'est vrai que c'est une zone où la variabilité est très élevée, mais c'est pas très persistant avec le temps. Donc, du coup, est-ce que c'est la dynamique ou pas? Non. Est-ce que c'est une cause ou une conséquence? Là, je sais pas trop répondre, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important à noter et aussi, faut qu'on fasse attention à ça aussi. Parce que nous, on est parti, en tout cas l'hypothèse qu'on a émise ici, on est parti que c'est la Méditerranée est une cause en fait, parce qu'on a considéré que le réchauffement de la température au niveau de la Méditerranée était associé à une dépression sur l'Afrique du Nord qui en fait installait ce gradient de pression qui aspirait un peu, par exemple, le fil de mousson vers la zone du Sahel. Mais est-ce que, je pense qu'il faut, peut-être avec les analyses statistiques, ce qu'il faut faire, c'est de faire des trucs lagués pour voir Oui. si on a qu'est-ce qui va se on s'est pas posé la question pour parler de ça, mais c'est une bonne question, oui. Ouais, c'est pas simple parce que si la mousson est plus au nord, la dépression de Tamik, elle monte au nord aussi. Ouais, Et bon, c'est assez couplé comme système. ouais, c'est vrai. Alors, ça, Heureusement, ça vous n'avez pas m'amène de à... révision comme Jean-Philippe. Alors, Yep. justement, là, j'ai un autre commentaire, c'est que, bon, même plusieurs, mais mettons sur El Niño, tu as essayé de nous montrer que c'était via des circulations de grande échelle ou des ondes et tout ça. Le problème à travers tout ça, c'est que euh, euh, comment on arrive à tracer ces systèmes ondulatoires qui arrivent à influencer jusqu'à l'Afrique. Et à ce niveau-là, dans ton étude, visiblement, il y a pas d'analyse du tout des modes ondulatoires. Et ceci est valable également sur la Méditerranée, parce que la Méditerranée, tu prends une température moyenne à l'échelle du mois, mais ce qu'on sait sur les modes intrasaisonniers, hein, donc beaucoup plus courts, c'est que il y a des oscillations, hein, c'est ce qu'a montré la thèse de Romain Reuring, et que c'est via ces oscillations qu'on arrive à activer la mousson. C'est-à-dire que le fait de travailler alors à l'échelle du mois ou au-delà, on gomme complètement la variabilité qui permet d'expliquer. Hein.
Et en plus, le problème, c'est que les modèles climatiques font très mal cette variabilité. Mais le vecteur, le moteur pour transmettre toutes ces informations et arriver à créer des extrêmes ou des événements forts, parce que ton étude, elle est quand même intéressante, parce qu'elle montre quand même que les événements les plus forts, plus de 75%, ils contribuent à 16%, mais avec une forte corrélation. Mais les autres, on ne peut pas les négliger. Au-dessus de, enfin, il y a 50-50% presque avec les autres moyens et modérés. Ouais. Donc, ce problème de comment on arrive pour ces études d'inter-annuelles arriver à faire intervenir des modes intrasaisonniers. Donc, il me semble qu'il faudrait arriver à quantifier pour des années données la variabilité intrasaisonnière d'une année pour les différents modes, pour arriver peut-être à sortir quelque chose. Mais c'est-à-dire que, en d'autres termes, je trouve que de sauter directement à l'échelle interannuelle sans quantifier la variabilité liée à ces modes intrasaisonniers et empêche de comprendre l'histoire de ce qui se passe. Voilà. Mm. Voilà le Ouais, c'est commentaire important. un peu. Mhm. Ouais, Je te merci. rejoins là. Après, il y a plusieurs aspects, je pense. Bon, après, on peut reprendre les questions, juste pour ajouter au débat. Il y a l'aspect que l'interannuel, il va jouer sur l'état de base sur lequel se développent les ondes. Et que malgré tout, c'est cette trace que tu as là quand tu regardes un peu toutes ces corrélations. Et après, tous les Exactement. bassins sont quand même pas tous sensibles à l'intrasaisonnier non plus. Donc, c'est le cas de l'Afrique de l'Ouest, mais par exemple, je sais que sur le lien ENSO au reste du monde, par exemple, il y a des ondes de plus basse fréquence, typiquement, qui se propagent en quelques mois, voire années, qui sont des mécanismes potentiels. Donc, il y a pas que l'interannuel, je veux dire, que l'intrasaisonnier. Mais c'est vrai que, Effectivement, mais par contre, il y a l'Indien qui doit piloter beaucoup la mousson indienne, et on sait que la mousson indienne injecte de l'énergie via ouais, en ouais, particulier les ondes Rossby qui ont un impact sur l'Afrique, ça on le sait. ouais, ouais. Mais on a envie de quantifier tout ça pour aller un cran plus loin dans la compréhension. Mais Bah, c'est un bon effectivement, sujet, puisque c'est avec le sujet El que Moussa Niño, devait faire en postdoc. Ouais. Covid est passé par là. Ok. Ouais. Malheureusement, oui. Mais c'est vrai que c'est sur la to-do list, ouais. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires avant qu'on se quitte? Ouais. Ben, Oui, je voulais juste là, attends, je crois qu'il y rajouter que a... dans... Oui, il y a quelque chose. Attends, Jean-Philippe, Oui, je vois, il y la a la tire. tire là qui veut poser la question. Mm. Je vais prendre la parole. La tire? Ou c'était une fausse manipulation? Ouais, il y a la main qui est levée, mais D'autres commentaires sinon? Je vois qu'il y a d'autres personnes connectées. N'hésitez pas. Eh ben, moi, ce que je voulais juste faire comme commentaire, c'est que, à travers mes questions qui fait intervenir l'intrasaisonnier des modes courts qui arrivent à construire l'année, derrière, eh ben, c'est Misva. Et justement, l'expérience qu'on a de Misva, là, collective, permet de sensibiliser sur tous ces modes pour arriver petit à petit à voir qu'est-ce qui se passe. Mais bon, ça sera un long chemin, peut-être. Voilà. C'est sûr. Bah, d'autant, comme tu disais, que sur une année comme celle-là, cette année, finalement, l'activité intrasaisonnière, elle est, en nombre, elle est moins importante. Et finalement, il y a beaucoup de pluie. C'est vrai que le lien mm. interannuel avec intrasaisonnier, il est quand même, il n'est pas sur des grilles simples d'analyse. Mhm. Ouais. Ah, alors attends, il y a une question de la tire qui a du mal à activer son micro. Peut-être mettre dans le chat avant qu'on se quitte. Mm. Ouais. Bon,
Tant pis. Bon, pas de remords pour les questions. On en reste là. Merci beaucoup, Moussa, pour la présentation. Oui, merci. Encore une fois, oui. Ah, attends, finalement, on a la question de la tire. Désolé. Vas-y, la tire. On attend avec suspense. Qu'est-ce qui arrive? Sinon, la tire, je te laisse me l'envoyer par mail à moi et Moussa. Tu nous contactes directement, comme ça, on te donnera la réponse. Mais là, ils sont en offre. Hop. Recording.